En manchette aujourd'hui, la coqueluche fait 28 nouveaux cas dans la région et Félix Saint-Aubin nous offre une visite exclusive sur le chantier du foyer des loisirs. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue au Web Journal du mardi 4 décembre 2012. 28 cas de coqueluche ont été déclarés au Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis le 1er janvier. Une augmentation drastique, considérant que depuis les 5 dernières années, les cas de coqueluche diagnostiqués n'avaient jamais dépassé le nombre de 3. Mélissa Blouin, quelles pourraient être les causes de cette hausse? Eh bien, tout d'abord, Marie, je me suis entretenue avec le responsable des communications de l'Agence de la santé régionale, Marc-Antoine Tremblay. Et selon lui, il y aurait deux hypothèses. Et la première serait que ce n'est pas réellement une hausse de la maladie, mais plutôt une hausse des déclarations. Je vous laisse entendre sur ce sujet. C'est sûr et certain, les médecins le savaient, mais ils ne déclaraient pas ça ici à l'agence. Que cette année, on leur a fait une demande, on leur a envoyé directement une lettre pour qu'ils fassent plus de déclarations, plus de tests de laboratoire. Que d'autres, on pense que beaucoup, ça doit être pour ça qu'il y a une hausse cette année. Vous avez parlé de 2 hypothèses, alors quelle est la seconde? Eh bien, la seconde hypothèse, selon M. Tremblay, c'est que certaines maladies reviennent par cycle. Donc, on peut ne pas avoir entendu parler d'une maladie pendant 10 ans et que finalement, elles reviennent. Et ce serait le cas cette année pour la coqueluche. Et quels sont les symptômes de cette maladie? Eh bien, pendant les 5 à 7 premières journées, c'est comme un rhume ou une grippe normale. Et puis, après, la toux s'intensifie réellement jusqu'à aller à des vomissements. Et quelle catégorie d'âge est la plus touchée, Mélissa? Eh bien, ça peut aller jusqu'à des jeunes de 12 ans, mais je vous laisse entendre encore une fois M. Tremblay. C'est sûr et certain qu'il peut y avoir des problématiques aux enfants en bas âge et pour les enfants aussi qui n'ont pas reçu encore les 3 premières doses de vaccin. C'est eux autres qui sont les plus problématiques. Comment compte-t-il contrer cette hausse de la coqueluche? Eh bien, il ne compte pas vraiment faire plus de sensibilisation, puisque le taux de vaccination est déjà le plus élevé au Québec, dans la région du Saguenay, avec un taux de 91 %. Donc, c'est quand même très bien. Ils vont donc continuer de vacciner les jeunes à 2, 4, 6 et 18 mois et dans la 3e année du secondaire. En terminant, quelle est la situation dans le reste du Québec? Eh bien, ça va de la même chose. C'est 848 cas cette année comparativement aux autres années qui en avaient 171. Merci, Mélissa. Ça me fait plaisir, Marie. C'est maintenant chose faite. La Ville de Saguenay a décidé de soustraire le site de l'église Notre-Dame de Fatima à son programme de protection du patrimoine. Cela constituait le dernier obstacle majeur en vue d'une éventuelle démolition de l'église, si la Ville le permet. Nicolas Tremblay, vous vous êtes rendu sur les lieux. L'église est-elle dans un si mauvais état? Oui, effectivement, Marie, je me suis rendue aujourd'hui sur les lieux de l'église Fatima et le moins que l'on peut dire, c'est qu'elle est vraiment dans un état lamentable. Selon le directeur du projet de la Charmée, M. Bertrand Larouche, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il obtienne finalement les papiers qui officialiseront la démolition de l'église. Voici une photo de l'église Fatima bien avant qu'elle ne soit abandonnée. Après avoir passé par 4 propriétaires différents, le bilan de santé de l'église est peu reluisant. Malgré la décision de la ville de Saguenay qui a décidé de lever la clause patrimoniale qui protège l'église Fatima, rien n'est encore joué pour l'entreprise ATF Construction qui détient l'édifice, eux qui attendent toujours de signer les papiers officiels avant d'aller plus loin dans le dossier. Seulement, on reçoit une lettre 4 ou 5 jours après la réunion du conseil. Mais après la réception de la lettre, il y a quand même un autre délai. On s'attend de pouvoir commencer les travaux en février. La démolition de l'église devrait coûter environ 500 000 $. Pour ce qui est du projet immobilier, déjà 7 unités ont été construites et vendues jusqu'à maintenant et 5 autres sont en construction. Le projet de la Charmée se veut un véritable complexe immobilier de maisons de ville. M. Larouche espère toutefois que ces maisons auront une durée de vie plus longue que l'église Fatima. Quant à la clinique médicale qui devait prendre place dans l'église, le projet ne verra pas le jour. Non, le projet de la clinique qui récupérait les fondations de l'église avec une partie du rez-de-chaussée. La décision a été prise par le conseil, j'imagine, pour conserver le zonage actuel. Et puis c'est peut-être une décision sage. On va continuer le même dossier qui a été débuté avec les maisons arrangées. Même si la démolition de l'église Fatima n'est pas encore commencée, le projet de la Charmée devrait se concrétiser et se terminer d'ici 2 ans. Plus de 50 unités seront bâties, dont certaines au-dessus de mes pieds. Nicolas Tremblay, ATM Nouvelles, Jonquière. Les billets du spectacle d'ouverture des fêtes du 175e anniversaire de la région sont disponibles depuis hier via Internet. Mario Pelchat, Marc-André Fortin et Atchoum le Clown seront présents le 31 décembre prochain.
Francesca Hébert, vous vous êtes entretenue avec la directrice générale du comité organisateur. Il semblerait que les billets s'envolent rapidement. En effet, Marie, des 6 000 billets mis en ligne hier matin seulement, 2 000 se sont déjà écoulés. Les intéressés devront faire rapidement afin d'assurer leur place au spectacle. C'est dans un décor festif que Lynn Gagnon nous a reçus pour expliquer le concept du spectacle d'ouverture. Un spectacle qui aura lieu à Alma puisqu'il s'agit du centre de la région. C'est un spectacle vraiment qui est créé de bout à l'autre, quelque chose qui n'a jamais été vu. C'est vraiment comme une première et une dernière en même temps, parce que c'est le spectacle d'ouverture, c'est pour lancer les fêtes, créé de toutes pièces là, par un concepteur, metteur en scène et tout ça, qui relatera toutes sortes de choses. On parlera un peu d'histoire, c'est ça, on va parler, il va y avoir des effets spéciaux, il va y avoir beaucoup d'images, il va y avoir des chansons, il va y avoir de la danse, c'est un feu d'artifice, c'est vraiment un beau rendez-vous, il ne faut pas manquer. C'est seulement en cas de très grande tempête que le spectacle serait annulé. Madame Gagnon rappelle que plusieurs activités sont prévues pour démontrer notre fierté d'appartenance à la région. Il y a des choses qui se préparent présentement, ça c'est sûr. Il y a le festival aérien déjà, la semaine de la Saint-Jean-Baptiste, là, qui est déjà ça, très, très, très avancé, d'une part, parce qu'on a un excellent partenaire avec la base militaire, sauf que grâce au 175e, l'accès va être gratuit. On va avoir aussi la fête, la commémoration de l'arrivée des colonisateurs le 11 juin à la baie, qui va se tenir là. Encore là, ça va être une très grosse journée qu'on va tenir. On prépare des grosses activités aussi au mois d'août. Ça, c'est pas encore complètement ficelé, ça fait qu'on s'en reparlera. Les objectifs de la célébration restent toutefois de promouvoir la région au niveau provincial, d'augmenter l'achalandage récréo-touristique et ainsi de démontrer la qualité de vie des Saguenayens. Des billets sont disponibles sur le site Internet des fêtes du 175e anniversaire, tout à fait gratuitement. Francesca Hébert, ATM Nouvelles, Saguenay. La commission scolaire de la Jonquière a présenté le taux d'échec le plus faible de la province au cours de l'année 2009-2010. La présidente Josette Morin est très satisfaite de ce résultat. Mon collègue Raphaël Lapierre s'est entretenu avec elle. La commission scolaire de la Jonquière affiche le taux d'échec le plus bas au Québec, avec un pourcentage global de 7,8 %. Pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir la présidente, Mme Josette Morin. Bonjour, Mme Morin. Bonjour, Raphaël. On sait que c'est beaucoup d'efforts réussir à avoir une aussi belle statistique. Comment vous êtes senti lors de l'annonce de ce résultat? D'abord, on a eu l'annonce, on était en comité du plan stratégique, puis là, on connaît notre résultat, 7,8. On nous dit qu'au niveau du réseau public, c'est 20,1 %. Puis ensuite, au niveau, l'ensemble du Québec, ça veut dire qu'il comprend aussi les écoles privées, là c'était 17,4. Bien, on a dit, on est dans les premiers, c'est certain, mais on ne savait pas qu'on était les premiers. C'est qu'on a eu un souper au Centre de formation professionnelle avec des Bretons qui venaient pour la persévérance scolaire. Et c'est M. Michel Perron, qui est du groupe ECOP, essentiellement du cégep. Il dit, vous êtes premier, Josette? Bien, j'ai dit, je ne sais pas. Et c'est lui qui l'a annoncé officiellement parce que lui avait eu toutes les comparaisons avec les autres commissions scolaires. Alors, c'est une belle surprise. D'être premier, ça représente quoi concrètement pour une commission scolaire? Je peux vous dire que c'est, et surtout de la façon dont on est reconnu là, par l'ensemble du milieu, je peux vous dire que c'est une belle tape sur l'épaule. Ça veut dire on continue, ça veut dire que les efforts qu'on a investis jour après jour, année après année, parce que ça fait plusieurs années que les 4 commissions scolaires de la Jonquière, on travaille à la persévérance scolaire. C'est vraiment identifié dans notre région et c'est reconnu provincialement. On a toujours été un peu dans le peloton de tête aussi, là, mais ça fait du bien. Quels sont justement les efforts qui ont été faits pour améliorer cette statistique-là? Bien, c'est que depuis l'arrivée des jeunes au préscolaire, on les accorde pour tout de suite dépister les difficultés. Ensuite, ça se continue au niveau primaire. On fait un arrimage entre le primaire et le secondaire. Et au niveau secondaire, on a 3 écoles secondaires. Alors, on retrouve à l'école secondaire Kenogami, c'est le programme, le PEI, Programme d'éducation internationale. Polyvalente Jonquière, on a Arts et métiers de la Seine. À l'école Arvida, on a sport, arts, études. Puis, ceux qui font partie de ces programmes particuliers-là, c'est sûr, c'est de la motivation. Ça prend de la motivation. Il faut aimer ça pour venir à l'école. Bon. Et ceux qui sont au régulier, on a intégré, on appelle ça des centres d'intérêt. Ils ne sont pas nécessairement aussi impliqués que ceux qui sont dans des programmes particuliers, mais ils ont une passion qu'ils peuvent développer à l'école.
Maintenant, pour maintenir ce niveau d'excellence-là, quels sont les efforts là, qui vont être à faire? Parce que justement, c'est une chose d'avoir réussi. Maintenant, pour le maintenir. C'est sûr que le défi, c'est le maintien. C'est pas peu dire que c'est un défi parce que ça, c'est les résultats de 2009-2010, c'est les derniers résultats du ministère. Puis, à ce moment-là, on n'avait pas eu de coupure encore, comme on a depuis 2011, à peu près 1,5 million par année. Alors, ça fait 2 ans qu'on a des coupures de 3 millions. Puis là, celles qu'on a pour 2013-2014 ne sont pas complètement connues à cause, parce qu'on ne connaît pas les crédits, les dépenses encore du gouvernement. Mais je peux vous dire qu'il y a un bon climat à la commission scolaire. Puis ça aussi, ça part... ce qu'on reconnaît, c'est les efforts des élèves qui ont l'appui de leurs parents, puis la collaboration de tous les personnels de la commission scolaire. C'est certain, ça prend un ensemble de C'est personnes. vraiment une équipe, puis je peux vous dire que je suis allée dans une école primaire la semaine passée, puis j'ai dit, c'est sûr que les résultats, ils sortent au niveau secondaire, mais si au primaire, vous n'étiez pas bon, on ne serait pas bon au secondaire non plus. En 2006-2007, la statistique tournait plutôt autour de 14 Oui, oui. Comment expliquer une telle amélioration? Donc, on parle Bien, quand même c'est d'une ça. diminution de C'est 7 toutes les mesures qui ont été prises, puis on travaille au niveau régional, puis il y a un programme qui s'appelle un plan d'action pour la valorisation des enseignants. C'est tous des gestes comme ça qui font qu'on peut s'améliorer. Quelles répercussions ça peut avoir une note comme ça sur le travail des enseignants dans la vie de tous les Je jours? vous dis que c'est une belle valorisation. C'est certain, une valorisation. On ne peut pas passer à côté du budget, du dernier budget Marceau. Vous avez parlé des coupures, des coupes tout à l'heure dans le dossier des commissions scolaires. Donc, comment ça va affecter là, le rendement cette année des telles coupes, encore une fois, annoncées par le gouvernement? Ça n'a pas été facile de préparer cette année-ci parce qu'il a fallu réorganiser des services, il a fallu faire la différence. D'abord, là où il y a toujours des surprises ou des ajouts, c'est pour les enfants qui sont en difficulté. Alors, on fait une étude très pointue pour le besoin des enfants, puis bien souvent, en cours d'année, il faut rajouter des services supplémentaires, complémentaires. L'année passée, on a fait vraiment un tour d'organisation, puis on a aussi le vérificateur général qui nous demande de couper dans le perfectionnement, de couper dans les déplacements, puis une personne sur 2 au niveau administratif qui doit quitter. On a fait un bon ménage là-dedans. On pensait d'avoir fait le tour, mais là, je ne sais pas. Je vous dis, moi, j'ai une réunion en fin de semaine à Québec, puis je ne sais pas comment on va s'organiser. Justement, depuis 2 ans, là, vous coupez en... Je vous dis, ça fait 3 millions là, dans 2 ans. Partout, justement. Donc, maintenant, qu'est-ce qui reste à faire? Là, parce que... On a encore une partie du surplus là, qui est cumulée, mais à part ça, je vous dis, là, tout le monde pense à ça, mais les solutions ne sont pas trouvées. Le gouvernement a dit que le service aux élèves ne sera pas touché par ces coupes-là. Vous travaillez dans le milieu depuis longtemps. Est-ce que vous croyez que le gouvernement a raison de dire ça? Non. Là, nécessairement, là, comme cette année, on a fait un gros effort au niveau de l'adaptation scolaire. On a regroupé nos services justement pour que nos professionnels soient ensemble, qu'ils voyagent moins, puis tout ça. Puis on a regardé, on avait mis en place des programmes qui n'étaient pas du tout subventionnés. Bien là, on les a enlevés parce que là, ça sortait directement de notre poche, là. Après ça, on a des programmes qui sont partiellement subventionnés. Bien, on a fait de la réorganisation. Mais puis on a qui sont totalement subventionnés. Mais là, puis ils nous parlent d'ajouter des professionnels, mais on ne sait pas si on a de l'argent pour aller avec ça. Je vous dis, là, c'est vraiment un casse-tête, là. En terminant, rapidement, est-ce que vous croyez que le gouvernement a tenu ses promesses dans ce dossier-là? Bien, je pense que la valorisation des écoles publiques n'est pas là-dedans. Là. Merci beaucoup, Mme Morin. Ça m'a fait plaisir. C'est ce qui complète cette entrevue. Merci beaucoup. On se retrouve. On passe maintenant au sport avec Jasmin Dumas. Bonsoir, Jasmin. Bonsoir, Marie. Alors, finalement, les rénovations au foyer des loisirs d'Arvida sont maintenant presque terminées. Oui, le foyer des loisirs qui sera de nouveau disponible à partir du 16 décembre prochain. Ça permettra donc au hockey mineur de Jonquière ainsi qu'au programme sport-études de la polyvalente d'Arvida de reprendre leur horaire habituel. Aussi, les équipes de Jonquière n'auront plus à disputer de joutes locales à Chicoutimi et à la baie. En exclusivité pour ATN Nouvelles, notre journaliste Félix Saint-Aubin a visité le site avec le conseiller municipal Bernard Noël. Voici le reportage qu'il nous a préparé. Finalement, après près de 5 mois de travaux, le foyer des loisirs d'Arvida nous ouvre ses portes pour nous permettre de constater les réalisations qui ont eu lieu. Le tout a débuté l'an dernier lorsque Ville-Saguenay a confié le mandat à une firme d'ingénieurs de mettre l'infrastructure aux normes. L'entrée électrique ainsi que la réfrigération de la patinoire ont dû être mises à jour. Le fait que ce soit le domicile des élites de Jonquière Midget 3A
a pesé beaucoup dans la balance. De plus, certains équipements étaient devenus dangereux. C'est un équipement qui datait de plus de 50 ans. Puis aussi, on était avec la saumure, là, donc c'est de l'eau et du sel qu'il y a dans le système de réfrigération. Il fallait se remettre au goût du jour. Le nouveau système de réfrigération permettra que la température de la glace soit uniforme partout sur la patinoire. Malgré ce nouvel aspect positif, les rénovations ont engendré quelques conséquences. Les élites Midget 3A, c'est une équipe provinciale, donc ils jouent dans le circuit des midgets provinciales. Et eux ont été obligés d'aller jouer leur partie ailleurs, c'est-à-dire au Palais des Sports de Jonquière, et ils pratiquaient dans d'autres arénas aussi. De plus, les employés et propriétaires de la cafétéria ainsi que de la boutique d'équipement ont aussi été touchés. C'est donc au courant de la semaine du 16 décembre que les activités reprendront au foyer des loisirs d'Arvida. Félix Saint-Aubin, ATM Nouvelles, Saguenay. C'est le 2 février 2013 qu'aura lieu le prochain combat de Francis Ntetou. Le club de boxe de Chicoutimi tiendra une conférence de presse à l'UQAC demain matin pour dévoiler le nom de son adversaire. Notre journaliste Francis Trudeau sera sur place demain, alors plus de détails au bulletin de demain soir. Et les Chinooks de Chicoutimi, une équipe de soccer féminine dans la catégorie U16, a été accueillie par le maire Jean Tremblay hier à l'Hôtel de Ville pour signer le Livre d'or. Cette équipe évoluera l'année prochaine au niveau 3A, ce qui constitue une première pour une équipe de soccer au Saguenay-Lac-Saint-Jean. En terminant, les élites de Jonquière ont offert toute une performance au Challenge Reebok disputé le week-end dernier à Québec. Alors qu'ils occupaient le dernier rang de la Ligue, ils ont réussi à atteindre la finale du tournoi. Frédéric Champagne s'est entretenu, plutôt cet après-midi avec l'entraîneur des élites, Danny Fortin. Je vous laisse avec cette entrevue. Les élites de Jonquière en ont surpris plus d'un en fin de semaine dernière en atteignant pour la première fois la finale du Challenge Reebok disputé à Québec. L'équipe de Khalid Midget 3A s'est toutefois inclinée 7-2 en finale face au Blizzard du Séminaire Saint-François. Je suis en compagnie de l'entraîneur-chef des élites, Danny Fortin. Bonjour, M. Fortin. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Tout d'abord, M. Fortin, quelles sont vos premières impressions suite à la fin de semaine que vous venez de vivre? Bien, écoute, c'est sûr, c'est une belle fin de semaine. On ne pensait pas arriver jusque-là quand on est parti mercredi pour notre tournoi. On est satisfait de la performance qu'on a donnée tout au long de la fin de semaine. C'est sûr que le résultat de la finale est quand même sévère par rapport aux efforts et à la performance qu'on a pu donner. Le Blizzard de Québec ont une très bonne équipe. Ils nous ont pas forcément dominés, mais c'est vrai que le score montre quand même qu'il y avait une différence entre les deux équipes. Et là, avec du recul, la finale a été disputée dimanche. Quel point positif pouvez-vous retirer de l'expérience au complet, nonobstant le fait que vous avez perdu en finale? Bien, le positif, c'est que la première chose, c'est qu'on est quand même très, très fiers de nos joueurs et de ce qu'ils ont accompli. Ça peut être que du bonus pour nous de pouvoir compter sur un exploit comme ça parce qu'on va pouvoir bâtir là-dessus pour la fin de notre saison. Il y avait 2 matchs dans ce tournoi-là qui comptaient pour le classement général, le match contre Esther Blondin et le match contre Naga. C'est 2 matchs qu'on a gagnés, fait qu'on a ramassé 4 points au classement général. Fait qu'il nous a fait gagner 4 à 5 places sur ce classement-là. On a commencé le challenge, on était 15e. Maintenant, on est 11e ce matin. Fait que c'est vraiment de bon augure pour la suite. Nous, ce qu'on veut justement, c'est bâtir là-dessus. Parce qu'on a vu des choses qu'on n'avait pas vues depuis le début de la saison. Et je pense que c'est très, très positif. Et justement, en amorçant le tournoi en 15e position, est-ce que vos joueurs avaient peut-être un petit peu moins de pression sur les épaules? C'était les négligés, donc peut-être que la pression était moins difficile à porter? C'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de pression. La seule chose qu'on voulait, nous, c'était de bien performer. C'était leur tournoi. On en avait parlé depuis déjà un petit moment que c'était leur tournoi. Ils pouvaient se montrer. Il y avait des belles choses à montrer au sein de notre équipe, peut-être qu'on n'avait pas vu depuis le début de la saison. Fait que c'est un tournoi, il y a beaucoup d'épisteurs de la Ligue junior majeure du Québec. Les joueurs peuvent gagner des points dans ce tournoi-là pour leur prochain repêchage. Il y a aussi des dépisteurs de la Ligue nationale qui étaient là parce qu'avec le lockout, il y a des dépisteurs qui sont au chômage en ce moment. Fait qu'ils sont venus voir des matchs. Fait que c'était une belle motivation pour nos joueurs. Puis je pense qu'ils en ont profité. Au fil des matchs, on a vu des choses. Il y a des choses qui changeaient. Le visage changeait. Ils se sentaient beaucoup plus concernés. Puis on sentait vraiment qu'il se passait quelque chose au sein de notre équipe. C'est pour ça que j'ai dit au cours de la fin de semaine que je pense que la cohésion de notre équipe est née justement au challenge et c'est vraiment bénéfique pour la suite de notre championnat.
Et justement, avec la présence d'autant de dépisteurs que ça, est-ce que la préparation des joueurs a changé un petit peu? Bien, la préparation des joueurs a changé. Je pense, comme je te disais, il s'est passé quelque chose là, au sein de notre équipe. Nous, c'est sûr qu'on les a préparés à ça. On les a préparés depuis quelques semaines. On avait changé déjà des choses au sein même de nos préparations là, depuis quelques semaines. Ça aussi, ça a apporté ses fruits. Je pense que les pièces du casse-tête sont mises en place là, tout au long de ces semaines-là pour arriver justement au challenge puis d'arriver prêt. Fait que c'est sûr que pour eux autres, ça mettait peut-être une pression supplémentaire, mais en même temps, c'était une belle motivation. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'on l'a vendu. Je pense que les joueurs l'ont bien compris et ça leur a permis de performer. Et au cours de la fin de semaine, un des moments forts, on ne peut pas se le cacher, c'est votre victoire contre le Phoenix du Collège Esther Blondin. En tant qu'entraîneur, comment vous avez vécu ça en arrière du banc? Bien, c'est sûr que c'est des belles émotions. Hein. C'est des choses comme je disais aux joueurs, on n'a pas l'occasion de vivre des émotions comme ça tous les jours. Fait qu'il faut vraiment en profiter. En tant qu'entraîneur, c'est satisfaisant de voir que les joueurs appliquent ce qu'on demande. Je veux dire, on a vu des choses peut-être qu'on n'avait pas vues depuis le début de la saison. Ça nous rend fiers, autant moi que mes adjoints puis toute l'organisation. Quand on voit que les élites montent fièrement le gilet de Jonquière puis des élites puis de l'organisation, on est content. Puis en tant qu'entraîneur, c'est une belle satisfaction. Et là, justement, on en parle depuis le début. Qu'est-ce qui différencie les élites du début de saison qui ont un petit peu plus de difficultés avec les élites qui viennent d'accéder à la finale du Challenge Reebok? Bien, la première des choses, je pense qu'il y a eu, il s'est passé quelque chose au niveau de notre chambre. Il y a des joueurs qui ont trouvé leur place. Il y a beaucoup de joueurs qui avaient peut-être des rôles, mais qui n'avaient pas encore compris. Là, ils ont compris exactement ce qu'on attendait d'eux. Ça, c'est une des premières choses. La deuxième chose, il y a une cohésion puis un groupe qui est né. Il y a une dynamique qui s'est mise en place. Je pense qu'il y a des leaders aussi qui se sont levés. Puis il y a des joueurs, comme je te disais tantôt, qui ont trouvé leur chaise là, au niveau de notre collectif. Puis ça a fait en sorte justement que tout s'est mis en place puis que c'est arrivé au bon moment. C'est arrivé justement au moment du challenge. C'est ce qui nous a permis justement d'arriver jusqu'en finale. Et croyez-vous que des telles performances comme celles que vous avez eues en fin de semaine peuvent servir de tremplin pour les 2 mois qui restent à la saison régulière? C'est sûr que ça va nous servir. Je pense que les joueurs ont appris à gagner en fin de semaine parce que c'est pas tout de performer. Mais quand tu te présentes pour des matchs coup près comme un quart de finale, comme une demi-finale, il faut que tu apprennes à gagner ces matchs-là. Il faut performer, oui, mais il faut gagner. Fait que tu veux dire, nous, ce qu'on leur demandait, c'était ça. C'est-à-dire de performer, mais il fallait aussi apprendre à gagner. Fait que ce qu'on a fait en fin de semaine, on a appris à gagner. On sait comment faire maintenant pour gagner les matchs difficiles. Fait que maintenant, à chaque fois qu'on va se présenter pour les matchs jusqu'à la fin de la saison, parce que pour nous, on veut se qualifier pour les séries. Fait que tous les matchs vont être des matchs importants. Fait que maintenant, les joueurs savent comment se préparer, puis ils savent comment faire pour gagner ces matchs-là. Fait que pour nous, c'est intéressant pour le staff. Puis je pense que les joueurs ont pris beaucoup de choses par rapport à ça, puis je pense qu'on va avoir une belle fin de saison. Et là, vous avez passé le week-end à l'étranger. Est-ce que les joueurs ont hâte de retrouver le foyer des loisirs? Oui, les joueurs ont hâte. Puis on a des nouvelles du foyer. Normalement, on devrait y rentrer peut-être la semaine prochaine. Fait que ça aussi, ça va être positif pour nos joueurs de retrouver leur chambre, de retrouver leurs affaires. Moi, j'appelle ça notre petite maison là-bas parce que c'est vrai que c'est plus petit. On se sent chez nous. C'est que le Palais des Sports, c'est une belle patinoire. On était contents. On a été très bien accueillis par les gens là-bas. Mais on va quand même être très, très heureux. Puis ça va nous faire encore un petit boost en plus de retrouver nos affaires. Merci beaucoup, M. Fortin. Merci. Au revoir. Au revoir. À la météo, Simon Leblanc, nous aurons droit à du temps plutôt doux au cours des prochains jours. En effet, Marie, nous resterons au-dessus des normales saisonnières à Jonquière. Ce soir, 7 degrés Celsius avec de la faible pluie, 90 % de probabilité. En ce qui concerne la nuit de mardi à mercredi, ce sera nuageux avec quelques averses, 5 mm attendus et 80 % de probabilité. En ce qui concerne la journée de mercredi, ce sera nuageux avec quelques flocons de neige, un peu moins de 1 cm. Et attention aux automobilistes, nous serons de retour au point de congélation. La chaussée sera glissante. En ce qui concerne le lac Saint-Jean, 7 degrés Celsius attendus pour ce soir avec 90 % de probabilité de pluie également. Pour la nuit de mardi à mercredi, de la pluie ou de la neige, moins de 1 cm ou de millimètres attendus et le point de congélation sera atteint. En ce qui concerne la journée de mercredi, ce sera nuageux avec quelques éclaircies et quelques flocons sont attendus également, moins de 1 cm et 50 % de probabilité attendue. Et voilà, Marie, c'est ce qu'il y en est pour la météo. Complète cette édition du Web Journal. Soyez des nôtres demain pour d'autres informations. Bonne soirée. Merci d'avoir été là.